paradoxalement, ceux qui ont le plus fait pour que Poutine reste maître du jeu, en réalité, sont nos médias. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Vous êtes l'auteur de 3 livres sur la guerre en Ukraine aux éditions Max Milo, Poutine, maître du jeu, Opération Z, et le dernier, Ukraine entre guerre et paix. Alors, de façon prémonitoire, vous annonciez dans ces 3 livres tout ce qui se passe actuellement, l'échec de la contre-offensive ukrainienne, le renforcement de Poutine et l'affaiblissement de l'aide occidentale. En somme, vous avez eu raison 1 an avant tout le monde. Comment l'expliquer ? C'est simplement l'observation des faits, tout simplement. Le problème qu'il y a est qu'en Occident, on n'a pas informé dans le but que le public soit finalement au fait des événements, mais on a informé dans le but de faire de la propagande, c'est-à-dire qu'on avait un objectif et le narratif a contribué ou devait contribuer à ça, c'était l'affaiblissement de la Russie. L'idée générale était que en plus des sanctions et du renforcement de l'armée ukrainienne qui était offerte par les Occidentaux, le narratif devait contribuer également à faire douter la population russe de la nécessité ou de l'utilité, ou ce que vous voulez, de l'opération en Ukraine et de contribuer ainsi à la déstabilisation de la Russie. Par conséquent, nos journalistes, en fait, ont fait effectivement, techniquement parlant, un travail de propagande. Moi, je me suis détaché de ce narratif. J'ai observé ce que nous racontaient les médias sérieux, y compris d'ailleurs les médias ukrainiens eux-mêmes, parce que quand on parle de propagande ukrainienne, il faut bien se rendre compte que c'est la propagande qui a été émise, si on peut dire ça comme ça, par des organes officiels du ukrainien, mais qu'à part ça, il y avait quand même des médias en Ukraine. Je dis il y avait parce que beaucoup ont disparu en cours de route, mais il y a encore des médias en Ukraine qui, sans être opposés au gouvernement ukrainien, donne une image quand même un peu plus réaliste des choses. L'exemple typique, ça a été le fait que Zelensky ait retiré sa proposition de paix qu'il avait proposée en mars, à la mi-mars 2022, qu'il avait faite aux Russes, que les Russes étaient prêts à accepter, et qu'il a finalement retiré sous la pression des Britanniques, Boris Johnson en premier, et des Américains. Aucun de nos médias n'a relevé ça. Mais les médias ukrainiens en ont parlé. Aujourd'hui, on revient sur ces événements et les médias ukrainiens sont allés encore plus dans le détail de cette affaire. J'avais été traité de conspirationniste à l'époque pour en avoir parlé, mais maintenant, ce sont même des dirigeants ukrainiens qui parlent de l'erreur qui avait été faite par Zelensky il y a 1 année de retirer ce plan de paix. Donc, nos médias n'en ont évidemment absolument pas parlé, parce que ça aurait nui au narratif qu'on avait sur l'Ukraine. Donc effectivement, nos médias ont sélectionné l'information qui venait d'Ukraine pour ne prendre que celle qui était de nature à pouvoir déstabiliser la Russie, qui était de nature à influencer la perception qu'on pouvait avoir de la Russie à l'étranger et naturellement en Russie. Donc voilà, la raison pour laquelle j'ai pu prédire, enfin pas prédire, mais prévoir le déroulement des affaires, c'est que je n'ai pas cédé à ces sirènes-là. Et j'ai essayé de travailler de manière factuelle sur le conflit en observant la réalité que l'on connaissait très bien, parce que tous les éléments que je mentionne dans mes livres et que l'on constate aujourd'hui étaient observables il y a 1 année et demie. Donc quand on a des médias comme LCI, pour ne pas les nommer, BFM TV, etc., qui aujourd'hui constatent que, en fait, ils nous mentent parce que tout ça était déjà observable il y a 1 année, et en fait, avec retard, ils doivent simplement constater ou faire semblant de découvrir quelque chose qu'en réalité, s'ils avaient fait leur travail correctement et de manière intègre, ils auraient pu découvrir bien avant. En février 2022,
Votre livre « Poutine, maître du jeu » était publié chez Max Millaud, près de 2 ans après le début de la guerre. Poutine est-il encore le maître du jeu? Alors tout d'abord, concernant le titre de cet ouvrage, j'ai en fait détourné le titre d'une émission de C'est dans l'air, de France 5, qui avait passé en octobre, si ma mémoire est bonne, 2021, et qui parlait de la Russie. Et où les experts qui s'étaient exprimés lors de cette émission avaient tellement falsifié, on peut dire, les événements, avaient été tellement peu rigoureux dans leur analyse, avaient été tellement partiaux dans leur présentation de soi-disant faits, que j'avais commencé à écrire ce livre, Poutine, maître du jeu, avec un point d'interrogation du coup. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce que j'ai écrit dans ce livre correspond à la réalité, que nos experts de l'époque n'avaient absolument pas détecté. C'est par exemple le cas de l'importance économique de la Russie, par exemple, qui avait été comprise ou expliquée, en tout cas de manière totalement enfantine à l'époque par nos experts, et que c'était vraiment des analyses à la fois simplistes et très primitives de ce qu'est la Russie, et on l'a vu d'ailleurs, puisque à l'usage, malgré 12 paquets de sanctions et de la coupure d'isolement, pourrait-on dire, économique de la Russie, eh bien, l'économie russe ne s'est pas effondrée, bien au contraire, elle s'est même renforcée. Donc ça veut dire que les gens qui ont analysé ça il y a 2 ans étaient tout simplement malhonnêtes parce qu'ils n'ont pas considéré tous les éléments. Ils ont vraiment fait, de nouveau, de la propagande, c'est-à-dire qu'on prend les éléments pertinents pour un narratif de façon à influencer une opinion. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? En réalité, depuis le début de l'opération, Poutine a été maître du jeu, en réalité. Alors, on est dans un conflit avec 2 protagonistes, plus si on considère l'Occident, mais disons en tout cas 2 camps. Et inévitablement, quand on est dans une situation, il y a un équilibre des forces qui s'établit. Et comment dire, le fait d'être maître du jeu doit être relativisé par moment, bien entendu. Mais si on regarde sur l'ensemble de la période, et même par segment, on s'aperçoit qu'en réalité, la Russie a toujours eu l'avantage sur les Occidentaux. Elle a toujours eu un coup d'avance, en quelque sorte. Et donc, effectivement, on peut dire que la Russie a toujours été maîtresse du jeu, et donc Vladimir Poutine. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a eu un narratif derrière, où il a fallu finalement falsifier ou déformer l'image qu'on avait du conflit, de façon à donner l'impression, s'il y avait eu vraiment une perte de contrôle de la part de la Russie, on n'aurait pas eu besoin du narratif. Mais on a eu besoin du narratif et on s'aperçoit. Quand je disais à l'époque que c'était du narratif, c'était parce que j'avais regardé les sources différentes de celles qu'utilisaient nos médias. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit a posteriori qu'effectivement, mon analyse était correcte et aujourd'hui même les médias, j'allais dire traditionnels occidentaux, constatent qu'on s'est trompé et qu'on a vraiment falsifié l'information au fur et à mesure. Donc, on a falsifié cette information tout simplement parce que Poutine a été en réalité maître du jeu depuis le départ. Et il a été maître du jeu parce que notre stratégie a été mauvaise. On a abordé le problème sous un faux angle. Et parce que de nouveau, le but, et d'ailleurs on s'en aperçoit de plus en plus aujourd'hui quand on entend les déclarations même de dirigeants ukrainiens, l'objectif de toute cette affaire, qui a commencé en 2014, je le rappelle, était d'obtenir l'effondrement de la Russie. C'était ça l'objectif final. Et on s'aperçoit que
l'intervention russe a été effectivement provoquée. On a fait en sorte qu'il y ait une intervention russe parce qu'on pensait que cette intervention pouvait donner lieu à des sanctions qui, elles, auraient permis de faire l'effondrement de la Russie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Ukraine s'est prêtée au jeu. C'est la raison pour laquelle Zelensky s'est prêté à ce jeu-là. Et c'est la raison pour laquelle il a retiré sa proposition à la demande des Britanniques et des Américains en mars de l'année passée. S'il avait su que la Russie, que le conflit allait durer aussi longtemps, que ça allait épuiser son armée, son économie et son propre pays, je pense que Zelensky n'aurait pas obéi aux Américains. Mais renforcé par la promesse des Occidentaux de lui fournir une aide pour tant qu'il faudra, eh bien, Zelensky s'est senti, il a senti que finalement, il ne pouvait aller que vers la victoire grâce à l'aide occidentale. Il a fait une mauvaise analyse parce qu'à l'époque, déjà en mars, en réalité, l'armée ukrainienne était déjà en mauvaise posture. Et en fait, il n'a fait que, si vous voulez, accentuer le problème. Donc, en réalité, on a tablé sur une guerre qui serait très courte, une Russie qui s'effondrerait, qui avait une économie fragile, c'est-à-dire ce qu'elle nous avaient dit les experts de l'émission de C'est dans l'air, Poutine maître du jeu en octobre 2021, une Russie fragile économiquement, qui ne pourrait pas résister aux sanctions, et donc une guerre très courte. Et c'est ce que Zelensky pensait. Et l'analyse de départ était fausse, donc les conséquences n'étaient évidemment pas celles qui étaient prévues du coup. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, on s'est trompé, on s'est trompé nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on s'est persuadé d'une Russie telle qu'elle n'était pas. Sur la base de cette conviction, on a poussé l'Ukraine dans un conflit qu'elle ne pouvait pas gagner, mais dont elle était persuadée qu'elle allait être victorieuse. Et aujourd'hui, eh bien, la réalité rejoint, si vous voulez, les constatations, c'est que effectivement, l'Ukraine n'avance pas. On est dans une situation, on n'est pas dans une situation d'embourbement ou d'immobilisation des deux côtés. Les Russes avancent sur tous les fronts, sur toute la longueur du front, plus exactement. Et les Ukrainiens épuisent en permanence leurs forces, et toujours plus. Et ils les épuisent physiquement, mais ils les épuisent aussi politiquement. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le soutien de Zelensky est extrêmement bas. D'ailleurs, les parlementaires du parti de Zelensky maintenant cherchent à quitter le pays, au point que le chef du parti, donc on parle du parti serviteur du peuple, qui est le parti de Zelensky, le chef du parti a interdit aux parlementaires de quitter le territoire ukrainien, parce qu'il y en avait déjà qui avaient essayé de quitter, parce qu'on voit que, enfin, passez-moi l'expression, l'Irak quitte le navire, et on est un peu dans cette situation-là. Donc effectivement, oui, Poutine est maître du jeu, mais on l'a considérablement aidé là-dedans. Il faut le dire aussi. On a si j'étais méchant, je dirais qu'on a tout fait pour qu'il soit maître du jeu. Et paradoxalement, ceux qui ont le plus fait pour que Poutine reste maître du jeu, eh bien, ce sont nos médias. Grâce à nos mensonges, ils ont conforté l'image d'une Russie qui allait s'effondrer. Donc on a persévéré dans une stratégie qui était fausse, parce qu'on a toujours eu cette idée que la Russie allait s'effondrer à un moment donné. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, l'image était fausse au départ, et donc les conséquences ne sont pas celles auxquelles on pouvait s'attendre. Et au contraire, maintenant, on a une Russie qui est objectivement, et ça n'est pas simplement une opinion, c'est un fait, que la Russie s'est effectivement renforcée économiquement pendant cette dernière année.
Lors de sa conférence de presse annuelle, qui a eu lieu récemment, Poutine a rappelé ses buts de guerre, la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, son statut de neutralité. A-t-il toutefois des chances d'y parvenir? Ben oui, mais déjà, on pourrait presque dire qu'il y est déjà parvenu presque à 2 reprises, et même à 3, pourrait-on dire. Parce que alors, la première fois, c'est un peu tiré par les cheveux, je l'admets, puisque le 25 février, c'est-à-dire au lendemain du début de l'opération spéciale, Zelensky a pris un peu peur devant l'ampleur de l'intervention russe et a demandé un premier cycle de négociations qui a eu lieu à Gomel, à la frontière du Bélarus. Et là, on a commencé à, si vous voulez, les Ukrainiens ont senti qu'ils allaient être démilitarisés, du coup. Finalement, ce cycle de négociations n'a rien donné, et un mois plus tard, Zelensky est revenu avec cette fameuse proposition qui, alors, était clairement l'objectif qui visait exactement la cible que visait Poutine, c'est-à-dire le retrait des forces russes du territoire ukrainien, un statut encore à négocier qui est encore ouvert à ce stade entre la Crimée, pour la Crimée et pour les 2 républiques de Donbass, mais surtout pour Vladimir Poutine, il y avait l'idée d'une Ukraine qui n'adhérerait pas à l'OTAN, qui serait donc neutre, et dont la sécurité serait garantie par un certain nombre de pays, parmi lesquels la Russie. Donc on connaît assez bien aujourd'hui le contenu de cette proposition que j'avais évoquée déjà dans mon premier ouvrage, Opération Z, dont aucun média auparavant aucun média occidental, parce qu'on en avait parlé dans les médias ukrainiens, mais pas dans les médias occidentaux. Donc on savait que ça existait. Et à ce moment-là, on avait déjà les objectifs que Vladimir Poutine avait dit. Je rappelle qu'en fin mars 2022, les Russes ont déclaré qu'ils n'incluraient plus, qu'ils avaient atteint l'objectif de dénazification. Et l'objectif de démilitarisation, il a été obtenu techniquement en mai-juin de 2022, puisque c'est à partir de ce moment-là que l'Ukraine a déclaré qu'elle était dépendante de l'Occident pour continuer la guerre. Donc ça veut dire que son propre potentiel, le potentiel qu'elle avait en février, avait été épuisé et qu'il fallait maintenant renouveler. Donc il y a une première démilitarisation, si vous voulez, qui avait été faite en printemps 2022, dénazification atteinte le 28 mars 2022, et puis la question de la neutralité, eh bien, qui était atteinte grâce à la proposition de Zelensky. Donc déjà, Vladimir Poutine a déjà atteint une première fois cet objectif. Ce sont les Occidentaux qui ont finalement relancé le jeu en venant avec leur aide jusque nécessaire ou jusque qu'il faudra à l'Ukraine. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que on avait promis à Zelensky une aide pour aussi longtemps qu'il faudra. Or, ces derniers jours, enfin plus exactement lorsque, au début décembre, Zelensky est allé rendre visite à Joe Biden à Washington, Joe Biden a dit « Nous continuerons l'aide pour aussi longtemps que nous pourrons. Non plus qu'il faudra, mais que nous pourrons. » Ce qui signifie que les capacités occidentales commencent à être épuisées, que les Occidentaux se rendent compte qu'ils ont fait une promesse de Gascon à Zelensky, qu'ils ont promis une aide pratiquement illimitée, et qu'aujourd'hui, on rencontre précisément des limites. Donc on a trompé Zelensky sur cette affaire. Et Zelensky s'en rend compte aujourd'hui. Il se rend compte que la promesse des Occidentaux était une promesse vaine, que tous nos médias ont soutenu une proposition que l'on savait qu'on ne pourrait pas tenir, Et donc, je pense qu'on a été effectivement malhonnête avec l'Ukraine, mais du coup, on a créé les conditions d'une victoire pour la Russie.
Et tout ça, c'est encore accentué par le fait de cette contre-offensive qui a mal tourné. Enfin, elle a mal tourné, c'est-à-dire qu'elle n'a pas abouti, elle a à peine commencé, à vrai dire. Elle a commencé dans les intentions, mais elle n'a jamais réussi à percer le dispositif russe. Et par conséquent, les Ukrainiens ont dépensé des ressources énormes pour n'avoir finalement pas de résultat. Le résultat est que les Ukrainiens ont changé leur discours, si vous voulez, sur cette contre-offensive. C'est le général Zaloujny qui l'avait dit. À partir de maintenant, il a repris d'ailleurs pratiquement mot pour mot ce qu'avait dit le général Surovikin en octobre 2022, lorsque Surovikin avait dit à partir de maintenant, on ne fait plus des grandes offensives, des opérations offensives. On attend l'adversaire et on le détruit quand il arrive. Et le général Zaloujny, une année plus tard, a fait à peu près, mais presque mot pour mot, le même discours. C'est-à-dire, la contre-offensive ayant échoué, il a dit maintenant on va arrêter de gaspiller des forces à essayer de percer une cuirasse qu'on n'arrive pas à percer, mais on va s'installer dans un dispositif de défense et puis détruire les Russes s'ils viennent. Et la difficulté dans cette situation stratégique, c'est que quand vous lancez une guerre d'attrition, vous devez avoir une supériorité en ressources, puisque la guerre d'attrition n'est pas une guerre qui va compter sur des gains territoriaux ou des choses comme ça, mais c'est une guerre sur les ressources. Or, si vous avez des ressources limitées et que vous lancez une guerre d'attrition, vous êtes dans le faux scénario. Et c'est malheureusement ce que l'Ukraine a fait. Étant incapable de percer, mais étant obligé de maintenir un discours par rapport aux Occidentaux, ils ont dit on va user les Russes. Mais pour user les Russes, il aurait fallu avoir des capacités supérieures aux Russes. Or, ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on voit bien que même avec cette stratégie d'attrition de l'Ukraine, ils perdent davantage d'hommes que les Russes et que cette attrition se retourne contre eux en réalité. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'a dit Vladimir Poutine lors de cette session de questions-réponses qu'il a faite à Moscou, où il a dit, en fait, on détruit le potentiel des Ukrainiens. À chaque fois qu'ils essayent de riposter, on les fait venir, et puis on détruit ce qui vient. Et c'est ce qui s'est passé typiquement à Krinky, qui est un petit village qui est au bord du Dniepr, à l'ouest du dispositif russe, pourrait-on dire, et que depuis l'été, les Ukrainiens essayent d'occuper, en franchissant le Dniepr, pour essayer de faire une sorte de débarquement, si vous voulez, sur le flanc des Russes. Et d'ailleurs, cette petite force était, en tout cas un temps, maintenant j'ai plus revu cette appellation, mais au début, en été, il l'appelait la force Normandie, ce qui voulait bien dire ce que ça voulait dire. Malheureusement, cette force Normandie a eu absolument aucun succès. Et au fur et à mesure que les soldats débarquaient, franchissaient le Dniepr, l'artillerie russe détruisait les bateaux, ce qui fait que les Ukrainiens ont changé de tactique. Au lieu de prendre des grosses barges qui transportaient beaucoup d'hommes, ils ont pris des petits bateaux qui transportaient beaucoup moins d'hommes, ce qui est un peu plus compliqué pour l'artillerie à viser. Mais à ce moment-là, l'artillerie a tout simplement attendu que les gens arrivent sur la côte et les ont détruits sur la côte, sur leur tête de pont, si vous voulez. Et par conséquent, cette opération qui a été d'ailleurs voulue par Zelensky et qui était critiquée par l'état-major ukrainien, et notamment par le général Zaloujny, qui pensait que c'était totalement inutile et que c'était un gaspillage d'hommes, et je pense qu'il avait tout à fait raison là-dessus. Cette opération est aujourd'hui un des points de contentieux entre les militaires ukrainiens et la conduite politique du pays.
Et effectivement, depuis l'été, les Ukrainiens continuent à envoyer des hommes qui sont éliminés au fur et à mesure qu'ils arrivent, sans aucun résultat concret. Donc voilà un petit peu où on est. Oui, on peut dire que Poutine est plus que jamais maître du jeu dans cette affaire. Dans une précédente interview, vous disiez ce sont les Américains qui tiennent le couteau par la manche et ce sont les Américains qui déterminent s'il faut continuer la guerre ou pas. Les Européens feront ce que disent les Américains. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, pas plus tard que hier ou avant-hier, il y avait c'est un officiel américain qui disait l'aide américaine à l'Ukraine, je ne sais pas si l'aide américaine à l'Ukraine va apporter la victoire, mais sans l'aide américaine à l'Ukraine, il n'y aura certainement pas de victoire. Donc ça veut effectivement dire qu'on est dans une situation un peu désespérée, où on essaye de maintenir, si vous voulez, on est dans cette dynamique des coûts irrécupérables. Si vous voulez, on a tellement investi dans l'Ukraine qu'aujourd'hui, le fait d'arrêter l'aide qu'on fait à l'Ukraine serait mettre en péril, si vous voulez, tout ce qu'on a fait depuis 2 ans. C'est un peu ça le problème. Et là, effectivement, on s'aperçoit que l'Union européenne, même tout ensemble, malgré le potentiel économique qu'elle représente, est incapable d'apporter son soutien à l'Ukraine. Et la seule manière dont elle manifeste son soutien, c'est finalement en promettant à l'Ukraine une adhésion à l'Union européenne, etc. Mais matériellement, l'Union européenne est incapable de fournir à l'Ukraine ce qu'elle aurait besoin, ce dont elle aurait besoin pour faire continuer sa guerre. Donc effectivement, on reste dans cette situation. Ce sont les Américains qui tiennent encore le couteau par le manche pour la conclusion de ce conflit. Et d'ailleurs, on constate que les Russes eux-mêmes ont dit, si ma mémoire est bonne, c'est le chef du renseignement extérieur russe qui a dit, de toute façon, nous, aujourd'hui, on va discuter ni avec les Ukrainiens, ni avec les Européens, on va discuter avec les Américains. Parce que les Russes ont très bien compris, comme ça s'est passé d'ailleurs au mois de mars de 2022. Je vous rappelle que Zelensky avait fait sa proposition et puis ce sont les anglo-américains qui ont fait retirer sa proposition. Donc à ce moment-là, les Russes ont compris que ce n'étaient pas les Ukrainiens qui déterminaient l'issue de la guerre. Ce sont les Américains qui sont derrière. Et l'Union européenne est inexistante. Elle a d'ailleurs, pendant tout le conflit, la diplomatie européenne a été totalement inexistante, totalement inefficace. Elle a surtout servi à essayer de maintenir un semblant d'unité à l'intérieur de l'Union européenne et avec des partenaires extérieurs pour essayer de faire un front commun par rapport à la Russie, mais elle n'est jamais intervenue dans le conflit comme un élément de solution, si vous voulez. Elle est toujours venue comme en renforcement de cette stratégie d'affaiblissement de la Russie, mais jamais dans le sens d'un apaisement du conflit qui, à mon avis, devrait être le rôle d'une diplomatie. Et ça concerne tous les pays européens, d'ailleurs, y compris par exemple des pays comme la Suisse, qui ont pratiquement joué aucun rôle dans la solution de la crise, mais qui ont travaillé en appui de cette diplomatie européenne. Résultat des courses, les Russes voient la diplomatie, soit ukrainienne évidemment, mais bien sûr européenne, comme étant finalement aux ordres de Washington. Donc aujourd'hui, les Russes ne veulent pas parler, veulent parler au bon Dieu et pas à ses saints. Voilà, on est dans cette situation-là. Et c'est ce qu'a dit le chef de nouveau, je peux me tromper, mais il me semble que c'est le chef du service de renseignement russe. Il a dit, maintenant, on cherche si il y a des négociations, nous ne cherchons pas à négocier, parce qu'ils n'ont pas besoin de négocier, les Russes. Ils sont dans une dynamique de victoire, donc ils n'ont pas besoin de négocier. Et ils savent par ailleurs que si la demande de négociation vient d'eux, elle ne sera pas accueillie en Occident comme étant les Occidentaux vont tenter de profiter de la Russie
si la demande vient d'eux. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que la demande vienne du côté occidental, respectivement ukrainien, pour qu'il y ait ces négociations. Et je pense que les Russes ont une approche beaucoup plus stratégique, d'ailleurs depuis le début du conflit, et ça c'est une affaire objective. C'est la notion de stratégie en France, dans tous les milieux, hein, qu'ils soient militaires, qu'ils soient journalistiques, qu'ils soient intellectuels, la notion de stratégie est une notion qui est très galvaudée en France, où on y voit, on mélange un peu tout. Mais si on s'en tient à la définition de la stratégie, qui sont des sortes de conceptions de l'approche d'une crise, eh bien, on voit que les Russes sont beaucoup plus forts là-dedans. Et on constate que leur approche de la résolution du conflit, elle aussi, suit un cheminement stratégique qui est beaucoup plus cohérent que celle des Occidentaux. Et c'est l'incohérence occidentale, d'un autre côté, qui aujourd'hui émerge, si vous voulez, arrive à la surface et qui crée les tensions, pas des tensions, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait des tensions en Occident, enfin à part à l'intérieur de l'Union européenne, parce qu'on voit même il y a certains pays qui sont aujourd'hui beaucoup plus critiques par rapport à l'aide qu'on pourrait offrir à l'Ukraine, parce qu'ils voient que c'est à fond perdu. Donc il y a aussi des réflexions à se faire à cet égard qu'on n'a pas faites. Donc effectivement, les Américains restent finalement le seul point de, comment dire, le point critique sur lequel on peut appuyer si on veut la paix. Alors, on parle des 61 milliards de dollars donc aux États-Unis pour de nouveau soutenir l'armée ukrainienne. Si jamais les Américains ne donnent pas ces 61 milliards à l'Ukraine, qu'est-ce que cela signifierait pour Kiev ? Bon, je pense que le problème de cette aide militaire est qu'il ne fait que prolonger le conflit, mais il n'en change pas le cours. Et je pense que c'est important de remarquer que depuis le début de l'aide qu'on fournit à l'Ukraine, on ne lui a pas permis de gagner, même d'ailleurs avec les matériels qu'on a fournis. On a fourni, et Zelensky a raison quand il dit que l'aide occidentale n'a pas été de nature, ni dans sa composition matérielle, ni dans son déroulement, n'a pas été de nature à favoriser la victoire ukrainienne. On a fait finalement une aide pro forma, n'est-ce pas ? On a dit qu'on vous aide, on vous aide. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir comment est-ce qu'on doit vous aider ? Quel est finalement, de quoi avez-vous besoin réellement ? Et on a fourni des matériels qui étaient obsolètes, des matériels qui... Et d'ailleurs, on a hésité même à lui donner du matériel de haute technologie parce qu'on avait peur que ce matériel tombe aux mains des Russes. Donc, ça veut dire que même on n'était nous-mêmes pas convaincus de la pertinence de donner du matériel sophistiqué et on savait qu'ils allaient perdre puisqu'on ne voulait pas leur donner du matériel qui aurait pu donner des indications sur l'avance technologique occidentale. Donc, on a tout fait pour que le conflit se prolonge, mais non pour donner la victoire à l'Ukraine. Et donc, les 61 milliards qui pourraient être acceptés par le Congrès ne feraient finalement que de prolonger encore, j'allais dire prolonger l'agonie de l'Ukraine. Il y avait cette idée dans l'administration Biden, mais de nouveau, l'administration Biden est une administration qui est divisée sur l'approche qu'il faut avoir pour la paix. On a les faucons, si vous voulez, de cette approche, de ces approches, c'est Blinken et Victoria Nuland, etc., qui ont presque une attitude pathologique par rapport à la Russie. D'autres membres de l'administration Biden essayent d'avoir une vision plus réaliste, mais bref. La partie la plus réaliste de cette administration pensait qu'on pourrait jouer sur cette aide pour forcer Zelensky à aller vers un processus de négociation. Le problème, c'est que Zelensky, comme je l'ai dit depuis le début, comme personne ne veut
comprendre en Europe, Zelensky n'est pas libre de ses décisions en Ukraine. On essaye toujours de simplifier l'image qu'on a de l'Ukraine en disant c'est un pays démocratique et donc voilà, Zelensky est un grand héros, etc. Le problème, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a des mouvements ultranationalistes, des mouvements d'extrême droite, des mouvements néo-nazis, ils existent, et même s'ils ne représentent qu'une fraction de l'opposition ou de la représentation parlementaire, ces gens sont ceux qui ont effectivement le pouvoir. Vous comprenez, il faut, et alors, toute proportion gardée, il faut bien comprendre ici ce que je vais dire, parce qu'il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est un peu la même chose que vous avez dans certains pays. Vous avez des mafias qui contrôlent le pays, mais ils ne sont pas au Parlement. Mais c'est eux qui contrôlent le pays. Voilà. Et on a finalement le même phénomène qui se présente en Ukraine. Les forces ultranationalistes, les forces d'extrême droite ne sont pas au Parlement, mais elles contrôlent le pays. Et c'est ça qui fausse tout le jeu démocratique en réalité. Et qui a été favorisé par nos médias. Je me rappelle de ce média, c'est même la télévision suisse qui avait fait d'ailleurs une émission sur la désinformation, etc., où ils avaient d'ailleurs dit que j'étais un agent de Poutine. Mais ils avaient essayé de minimiser l'importance de ces forces ultranationalistes. Elles existent. Et le simple, de nouveau, dire « ouais, non, mais ça ne représente que 2,5% au Parlement ». Oui, ça, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. C'est un peu enfantin de faire ce genre de comparaison. Car il y a un pouvoir réel qui est exercé par ces gens-là et qui menace. D'ailleurs, on voit, il y a des assassinats politiques qui se passent maintenant régulièrement en Ukraine. C'est fait par ces gens-là. Et qui élimine tout ce qui est évidemment pro-russe, ça c'est évident, mais évidemment tous ceux qui seraient en faveur de négociations. Donc Zelensky est sans doute celui qui est le plus au courant de ce genre de choses. Et lui, il est tenu quelque part. Et il n'a pas une complète liberté de décision. Et c'est la raison pour laquelle je pense que lui est pris vraiment entre le marteau et l'enclume, et malgré toutes les pressions qu'on peut faire en Occident, et je pense que ce qu'il observe lui-même, parce que je ne pense pas qu'il soit totalement idiot, il comprend que ses forces se décomposent, les forces militaires. Elles se décomposent d'abord parce qu'elles sont éliminées, mais aussi parce que la démoralisation est telle, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de défections de militaires ukrainiens que ces derniers mois. Et ça, les Ukrainiens s'en aperçoivent bien, mais ils ne peuvent pas réagir, ils ne peuvent pas prendre la décision de dire maintenant on entame des négociations. Et c'est là où effectivement on a poussé en fait Zelensky dans une situation qui est à peu près inextricable pour lui. Vous disiez à l'été 2022 que la contre-offensive ukrainienne était un trompe-l'œil. 1 an et demi plus tard, les faits vous donnent raison sur toute la ligne. Les Ukrainiens ne peuvent plus mener d'offensive, mais ont-ils les moyens seulement de passer à la défensive? Alors justement, c'est effectivement le problème, n'est-ce pas? Il y a quelques semaines, peut-être quand même un mois et demi comme ça, Zelensky avait demandé à ses soldats, il avait donné l'ordre d'avancer 500 mètres par jour. Mais on s'aperçoit bien que donner un ordre comme ça est totalement irréaliste. Ce n'est pas parce que vous voulez avancer de 500 mètres que vous avancez de 500 mètres. Et on s'aperçoit bien qu'il y a quand même un adversaire devant, donc donner des ordres comme ça. Et on voit bien qu'on est dans une situation en Ukraine qui rappelle un petit peu les dernières heures du Troisième Reich, où on donne des ordres d'offensive alors qu'on sait qu'on n'a pas les capacités de le faire. Le général Zaloujny a pris l'initiative de revenir sur une posture plus défensive, qui est un peu plus réaliste, qui sans doute correspond davantage aux capacités de l'armée ukrainienne maintenant, parce qu'elle a, malgré tous les matériels qu'on lui a envoyés, elle n'a pas des capacités offensives, comme on l'a vu, de nature à percer le dispositif russe. Par conséquent, la défensive est la seule solution. Mais pour la défensive, il faut encore du personnel. Dans une situation défensive, eh bien, les gens sont statiques, donc vulnérables aux frappes,
vulnérables aux frappes de missiles, aux frappes d'artillerie, aux frappes d'aviation. Et ils n'ont pratiquement plus d'aviation. Et ils n'ont pratiquement plus de défense antiaérienne. Par conséquent, les Russes ont presque le champ libre pour détruire toutes ces positions défensives. Donc on est dans une situation où les Russes actuellement ne cherchent pas à faire l'offensive parce que, comme je l'ai dit depuis le début, je pense que les Russes d'abord n'ont jamais eu l'intention d'occuper l'Ukraine et n'ont certainement jamais eu l'intention de vouloir s'aventurer dans les territoires non russophones, si je peux dire ça comme ça, de l'Ukraine. Dans les territoires russes de l'Ukraine, c'est-à-dire le sud et l'est du pays, ils ont un bon soutien populaire parce que c'est des Russes en majorité, donc ils ont une prédisposition en faveur de la Russie. Je ne dis pas qu'ils sont tous anti-ukrainiens, ils ne sont peut-être pas tous favorables à l'intervention russe, mais disons que les Russes ne les dérangent pas trop. On peut simplifier les choses comme ça. Alors qu'au-delà de la barrière des langues, on se trouverait face à davantage de nationalistes ukrainiens qui, eux, pourraient effectivement faire cette résistance dont on parle depuis le début du conflit et qu'on n'a jamais vue dans la zone occupée par les Russes. Donc, les Russes ne cherchent pas à avancer de manière de faire des grands mouvements en direction de l'Ouest, et ils essayent plutôt de maintenir et de consolider leur position, les positions qu'ils ont actuellement. Donc il y a des petites avances, ils vont prendre une ville, etc., ou des choses comme ça pour, si vous voulez, rendre leurs frontières ou leur dispositif plus stable encore, mais ils vont pas faire grand-chose de plus. Par conséquent, ils vont, dans sa dernière allocution, pas sa allocution, dans sa séance de questions-réponses à Moscou, Vladimir Poutine a évoqué l'hypothèse que Odessa pourrait tomber dans l'escarcelle des Russes à un moment donné. Et comment pourrait-il faire ça? Eh bien, tout simplement en usant les troupes qui sont actuellement en défense, les forces ukrainiennes qui sont le long du front et qui sont en défensive, de les pilonner, d'épuiser leurs capacités, et puis quand les Russes auront estimé qu'ils auront suffisamment décimé l'armée ukrainienne, ils pourront attaquer Odessa sans trop se préoccuper du potentiel qui pourrait leur tomber dessus. Et je pense qu'on est un petit peu dans une réflexion comme ça. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'état-major russe, mais je pourrais m'imaginer qu'il y ait des réflexions qui aillent dans cette direction. Un, user le dispositif ukrainien au maximum, et une fois qu'il est usé, s'il n'y a pas de négociation, eh bien, on essaye une opération qui va jusqu'à Odessa. Odessa, je pense, est le candidat le plus probable pour une intervention, une nouvelle, une prolongation, si vous voulez, de l'offensive russe. Au nord, je ne pense pas que Kiev soit un objectif de la Russie, pas plus que Lvov ou comme ça. Vous évoquiez aussi dans une précédente interview la stratégie russe du hachoir à viande. Il semble que cette stratégie ait porté ses fruits, puisque l'Ukraine a vu son potentiel humain et matériel s'affaiblir à vue d'œil, comme vous l'expliquez très souvent. Quel est le rapport de force actuellement sur le terrain entre les deux ennemis? Alors, il est difficile d'avoir une estimation précise de ce rapport de force, mais on constate malgré tout, et il y a de plus en plus d'informations qui viennent d'Ukraine, mais qui ne sont pas des informations officielles, je le précise, qui parlent de chiffres de morts qui sont extrêmement élevés. Et le chiffre qui apparaît le plus souvent est entre 300 à 400 000 morts pour l'Ukraine. Comment juger ces chiffres? C'est très difficile. Il y a eu des analyses qui ont été faites sur la base d'observations satellitaires, de photos satellitaires des cimetières militaires ukrainiens, et qui, sur cette base-là, avaient pu évaluer le nombre de morts à effectivement près de 400 000 morts. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'armée ukrainienne souffre énormément et
interviews qu'ont fait certains journaux. Alors, évidemment, pas les médias français, mais des médias espagnols, par exemple, comme El País, ou bien des médias britanniques, comme The Telegraph. On fait, et je parle bien entendu en plus de médias américains comme The New York Times, on fait des interviews auprès de soldats ukrainiens qui montrent que les forces ukrainiennes sont très mal en point et que le renouvellement des troupes essaye de se faire assez rapidement parce que les gens meurent très vite. Mais on a du coup un changement de la pyramide des âges, si vous voulez. Alors qu'autrefois, on avait dans les forces ukrainiennes, eh bien, on avait, comme dans la plupart des armées, une majorité qui est comprise entre 20 et 30 ans. Aujourd'hui, on a une majorité qui est comprise, qui se divise en fait entre juste en dessous de 20 ans et en plus de 35 ans, voire 40 ans. Et par conséquent, on voit qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont obligés de piocher dans des parties de la population dans lesquelles ils n'avaient pas recruté précédemment. On voit que le recrutement ou l'enrôlement des jeunes se fait de manière beaucoup plus musclée et de manière beaucoup plus agressive. On a maintenant des recruteurs qui vont patrouiller dans les boîtes de nuit le soir pour aller prendre les jeunes qui sont apparemment en état de combattre. On recrute maintenant les étudiants. Et ça avait été une observation d'ailleurs de la presse ukrainienne durant l'été, durant cette année, que l'année passée, les universités ukrainiennes avaient vu un bond dans leurs inscriptions parce que jusqu'alors, les étudiants étaient exemptés de faire la guerre ou d'être enrôlés en service actif. Et puis maintenant, ils ont révoqué cette loi, de sorte que maintenant, les étudiants peuvent aussi être intégrés ou recrutés pour aller au front. Et par conséquent, eh bien, c'est des jeunes qui vont dans les boîtes de nuit à Kiev et ailleurs, et vous avez les recruteurs qui, du coup, vont dans ces régions-là, recrutés dans ces lieux-là. Et ça, c'est un indicateur que les forces ukrainiennes arrivent un petit peu au bout de leur capacité. Vous disiez dans vos livres que la production russe de munitions est 4 fois supérieure à la production occidentale. Effectivement, l'Union européenne avait promis de fournir 1 million de munitions à Kiev. Elle n'a réussi pour l'instant à n'en fournir que un tiers. Pourquoi l'Occident n'est-il pas passé en économie de guerre contre la Russie? Alors, tout d'abord, cette question d'économie de guerre est importante parce qu'on entend toujours, on dit que la Russie est en économie de guerre. C'est faux. Ce qu'on appelle économie de guerre, c'est valable pour nous comme pour les Russes d'ailleurs, ce qu'on parle comme économie de guerre, en termes d'économie de guerre, c'est à partir du moment où vous tirez des ressources, vous retirez les ressources de l'outillage, enfin des mécanismes de production civile pour les diriger vers la production militaire. Et vous abandonnez en fait des domaines de production civile pour vous consacrer uniquement à la production de matériel de guerre et à l'entretien, si vous voulez, des forces armées. C'est ce qui s'était passé en 1914 en France, par exemple, où on a retiré les gens qui étaient encore capables de travailler dans les champs, les femmes, par exemple, etc., pour les mettre dans les usines d'armement. Voilà. Là, on est en économie de guerre et vous avez un changement de la structure de la production et de l'économie en général qui se fait. En Russie, on n'a pas du tout ça. Le domaine des productions civiles s'est développé, et il s'est développé un peu aux dépens des Occidentaux, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient été abandonnées par les Occidentaux dans le cadre des sanctions, qui ont été reprises par des Russes, et on a aujourd'hui finalement, par exemple, des chaînes comme Starbucks ou McDonald's qui ont été reprises par les Russes et qui ont relancé d'une certaine manière
une industrie ou une activité économique russe, proprement russe. Donc on a tous les pans de l'économie qui se sont développés un peu grâce à ça. Il y a des domaines, et là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des objectifs des Occidentaux était la déstabilisation de la Russie. Les Russes ont eu comme stratégie, par conséquent, de garantir la stabilité du pays. Par conséquent, un des efforts stratégiques de la Russie a été de maintenir pas un semblant, mais de maintenir un courant normal dans les activités économiques. Par conséquent, les citoyens ne devaient pas ressentir les effets du conflit en Ukraine. Et par conséquent, il y a eu un effort qui a été fait pour maintenir tous les pans de l'activité économique qui sont liés aux activités civiles normales, si vous voulez. Et ça a remarquablement fonctionné, parce que quand vous regardez les statistiques, vous avez une bonne partie des Russes, par exemple, qui même d'ailleurs ne s'intéressent absolument pas au conflit ukrainien. Donc pour eux, ça leur est indifférent ce qui se passe. Et en gros, j'ai regardé encore les statistiques du Centre Levada, qui est considéré comme agent étranger, je le rappelle, en Russie. Et en gros, vous avez 40% de la population qui s'intéresse soit pas du tout, soit très peu au conflit ukrainien. Ça veut dire que pour eux, le conflit ukrainien n'a pas impacté leur vie de tous les jours. Et ça, c'est important parce que ça montre que cette stratégie de maintenir la stabilité du pays a fonctionné. Mais ça montre aussi que le pays n'est pas passé en économie de guerre. En revanche, ils ont augmenté leur capacité de production en matière militaire. Et pour plusieurs raisons, pas seulement d'ailleurs pour le conflit lui-même, mais aussi parce que on trouve un phénomène qu'on avait déjà détecté, qu'on avait déjà observé lors de la guerre du Golfe en 1991, où les entreprises américaines qui vendaient des matériels qui avaient été engagés dans la guerre du Golfe contre Saddam Hussein mettaient sur leur publicité « battle proven ». Donc ça veut dire qu'il a été éprouvé par sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, vous avez le même phénomène en Russie. Le matériel russe se vend beaucoup mieux à l'étranger parce qu'il a été éprouvé sur le champ de bataille. Donc il est une sorte de tampon, une sorte de validation, si vous voulez, par le champ de bataille. Donc la production militaire russe s'est naturellement développée pour le conflit ukrainien, mais elle s'est aussi développée sur des marchés extérieurs, pour les marchés extérieurs, avec des matériels qui ont été expérimentés sur le terrain, mais si vous voulez, l'industrie de l'armement russe a profité de la dynamique du succès russe en Ukraine pour vendre à l'étranger. Donc on a effectivement, non pas une économie de guerre qui est là uniquement où on a multiplié les efforts pour soutenir ce qui se passait en Ukraine, mais au contraire, le conflit en Ukraine a stimulé un domaine économique qui naturellement soutient l'effort de guerre en Ukraine, mais pas seulement. Ça va au-delà. Donc on n'est pas en économie de guerre. Maintenant, du côté occidental, si on y réfléchit bien, il n'y avait pas de raison de passer dans un régime d'économie de guerre. Et depuis longtemps, les Occidentaux, depuis la fin de la guerre froide, avaient, et on pourrait même dire que l'idée même de l'OTAN, quand on voit le concept stratégique de l'OTAN de 1991, l'idée, c'est non plus d'avoir des dispositifs militaires par pays, mais un dispositif militaire beaucoup plus coopératif entre les pays. Donc on mutualise un certain nombre de ressources, de moyens, que ce soit les ressources militaires, que ce soit les ressources industrielles, etc. On consolide ces matériels au niveau de l'OTAN. Ça veut dire, et ça explique, qu'en Europe, les capacités de production militaire, si vous les regardez par pays, ont baissé. Parce qu'en mutualisant un certain nombre d'efforts, eh bien, on a pu faire une sorte d'économie, si vous voulez, sur ces domaines-là. Et ça a été possible parce qu'on n'avait plus vraiment d'adversaires.
n'est-ce pas? Et parce que là, dans les années 90, la Russie n'existe plus en tant qu'adversaire militaire sur le plan stratégique, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Occidentaux sont allés aussi vite en Afghanistan, parce que ça leur donnait l'illusion d'avoir une menace, d'une raison d'être à l'OTAN, si vous voulez. Donc, les Occidentaux n'avaient plus vraiment de raison d'avoir une industrie de guerre. Le problème est qu'avec la guerre en Ukraine, on a ravivé cette idée, c'est pour ça que certains parlent de guerre froide 2.0, etc. C'est-à-dire, on a ravivé l'idée d'une menace russe, et d'ailleurs les Polonais, les pays baltes nous rappellent en permanence, ou leurs ministres rappellent en permanence qu'après l'Ukraine, ce sera le tour de la Pologne ou des pays baltes, et que par conséquent, il faut s'attendre à ce que la Russie continue à rester une menace, même après une solution en Ukraine. Et par conséquent, on a maintenant en Europe l'impression qu'il nous faut revitaliser ou redynamiser le secteur des appareils de défense. Alors, pourquoi pas revitaliser ce secteur-là, mais passer dans une économie qui donnerait la part belle au matériel militaire, je pense que ce serait une erreur, parce qu'on est dans un cycle qui va s'épuiser très rapidement, très vite. On va se constater que la Russie n'est pas une menace pour nous, que les conditions qui ont amené le conflit à l'Ukraine, des conditions extrêmement spécifiques et liées à l'Ukraine même, et non pas à une ambition ou un hubris russe que nos médias nous décrivent, et que par conséquent, quand le conflit ukrainien sera réglé, qu'on aura rétabli des relations normales avec la Russie, eh bien, les choses redeviendront comme elles ont été ces 30 dernières années. Et donc, il n'y a pas lieu, à mon avis, il y a certainement lieu de moderniser nos armements, et à la lueur du conflit en Ukraine, de faire évoluer certains armements, etc. Donc, on est d'accord là-dessus. Là, je ne vois pas de problème avec ça, mais je pense qu'il serait une erreur de passer tout d'un coup à une production de munitions démesurées, ou des capacités de production démesurées, parce qu'on va faire ça pendant quelques mois et après plus. Donc on ferait des investissements énormes seulement pour quelques mois. Donc, et je pense que les industriels ont très bien compris ça, et notamment aux États-Unis, où malgré les demandes du gouvernement américain, l'industrie américaine n'est pas si pressée que ça de relancer un appareil de production de guerre, si vous voulez, pour les munitions, par exemple, d'artillerie. Parce qu'ils s'aperçoivent très bien qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement conjoncturel, très temporaire, et qu'on ne va pas modifier les structures ou faire des modifications structurelles pour un problème conjoncturel. Et je pense qu'il faut là avoir un certain réalisme. Alors évidemment, le gouvernement américain, c'est des politiques, ils ont des décisions politiques, et ils réagissent en tant que politiques. Les industriels, eux, ont un raisonnement industriel. Et pour eux, je pense qu'ils font aussi leur analyse, et ils voient très bien, je pense que les industriels en général ont une vision finalement beaucoup plus terre-à-terre des problèmes, beaucoup plus rationnels que les politiques, et c'est la raison pour laquelle les industriels sont beaucoup moins enthousiastes pour se lancer dans des grands investissements de production militaire que le voudraient les politiciens. Alors la seule alternative qui ne mange pas de pain, c'est l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Qu'est-ce que cela représente pour vous, cette adhésion, sachant qu'il y a une clause de défense mutuelle dans les traités européens? Alors, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est très certainement l'objectif des Ukrainiens. Et d'ailleurs, si on se rappelle bien des événements, c'est ce qui avait été à l'origine du mécontentement, puis des émeutes de Maïdan en 2013-2014. Dans la mécanique générale qu'on a observée, qui n'est pas formellement établie comme ça,
mais qu'on a observé dans les années 90, début des années 2000, c'est que les pays de l'Est sont entrés dans l'OTAN pour ensuite passer dans l'Union européenne. L'OTAN ayant fait office en quelque sorte de passage obligé pour accéder à l'Union européenne. L'Union européenne est l'objectif de ces pays. Pourquoi? Parce que eh bien, l'Union européenne apporte, selon leur vision, devait apporter une certaine prospérité. Déjà par les subventions, mais aussi par l'ouverture des marchés, par les synergies qui pourraient se créer entre les économies, etc., etc. Et je pense que c'était une vision assez réaliste de ces pays de l'Est. Je ne pense pas qu'ils en ont mesuré toutes les conséquences, mais c'était, en tout cas, juste après la guerre froide, c'était leur objectif. L'Ukraine est un pays qui, comme vous le savez, a été rongé par la corruption, est toujours rongé par la corruption, n'a jamais réussi à se développer. Je pense que c'est d'ailleurs le seul pays des ex-républiques soviétiques et dont le PIB est inférieur. Je parle d'avant le conflit, parce que maintenant, évidemment, il est très inférieur. Mais avant le conflit de 2022, le PIB de l'Ukraine était inférieur à ce qu'il était en 1991, à la sortie de l'Union soviétique. Donc, on a un pays qui est très faible, qui a des potentialités très grandes, mais qui est très faible parce qu'il a été mal géré pendant 30 ans. Dans ce contexte, la perspective d'adhérer à l'Union européenne a toujours été en Ukraine. Il est important de rappeler ici que la Russie ne s'est jamais opposée à cette... Ça n'a jamais dérangé la Russie que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne, et elle n'a jamais tenté d'empêcher ça. Qu'en 2013, lorsqu'il y a eu les négociations entre l'Union européenne et José Manuel Barroso, qui était le prédécesseur de Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission européenne. Il y avait déjà eu des négociations avec l'Ukraine. La Russie avait vu aucune objection à ce que l'Ukraine... De toute façon, il n'y avait pas de raison qu'il y ait des objections. Mais comme principal partenaire de l'Ukraine, la Russie a très bien vu, et d'ailleurs les Ukrainiens eux-mêmes avaient vu qu'il y avait un problème de cohérence, parce que l'industrie ukrainienne, après la guerre froide, est restée liée à l'industrie russe. Typiquement, les moteurs d'avions, par exemple, pour les avions Antonov russes, eh bien, les moteurs étaient fabriqués en Ukraine. Mais c'est des moteurs qui étaient faits pour des avions russes. Ce pas des moteurs qu'on pouvait utiliser pour d'autres appareils en Occident, par exemple Airbus, etc. Donc, on avait l'orientation de l'économie ukrainienne était vers la Russie. Et il y avait donc des échanges. Par conséquent, le passage, de brutal passage d'une économie dirigée vers la Russie à une économie dirigée vers l'Union européenne posait des problèmes à tout le monde. Posait des problèmes aux Ukrainiens, d'abord eux-mêmes, et c'est ce que Yanukovych avait détecté, d'ailleurs, et posait des problèmes également à la Russie. C'est la raison pour laquelle, en 2013, la Russie avait proposé de faire une sorte d'accord tripartite qui accommode à la fois les intérêts de la Russie, les intérêts de l'Ukraine et l'intérêt de l'Union européenne dans un accord. C'est M. Barroso qui a refusé. Il a dit c'est soit la Russie, soit l'Union européenne, mais pas les deux. Et c'est cette attitude intransigeante qui a finalement conduit à la révolte de Maïdan. Tout d'abord aux protestations, ensuite à la révolte et ensuite à la révolution de Maïdan. Donc c'est cette dynamique-là, c'est l'Union européenne qui de nouveau est à la base du conflit. La Russie, elle, ne s'est pas opposée. D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'elle s'y oppose, encore moins aujourd'hui, puisque l'économie ukrainienne a été totalement découplée de l'économie russe.
qu'elle n'est même pas encore raccrochée à l'économie européenne. Donc, si vous voulez, maintenant, l'économie ukrainienne se trouve un petit peu presque isolée, d'une certaine manière, pour simplifier les choses. Et la Russie et d'ailleurs, ils l'ont dit à plusieurs reprises, que les liens avec l'Union européenne et l'Ukraine se développent. La Russie n'a pas de problème. Le problème de la Russie, je le rappelle, c'est même pas l'OTAN. C'est le fait que si l'Ukraine entre dans l'OTAN, les Américains pourraient déployer des armes nucléaires sur le territoire. C'est ça le problème des Russes. Ça n'est pas même l'appartenance à l'OTAN, mais c'est le fait que ça pourrait être exploité par les Américains pour faire autre chose. Et c'est cette autre chose qui est le souci des Russes. Je rappelle qu'en 1952, lorsque la Turquie est devenue membre de l'OTAN, ça n'a pas dérangé les Soviétiques. Mais le problème est venu en 1962, donc 10 ans plus tard, lorsque les Américains ont commencé à déployer des missiles nucléaires en Turquie contre l'Union soviétique. Et c'est là où les Soviétiques ont réagi et ont commencé à déployer des missiles à Cuba. Et c'est ce qui a donné, c'est à l'origine de la crise des missiles de Cuba. Et cette crise, que l'on dit missile de Cuba, mais on devrait presque dire missile de Turquie. En réalité, cette crise s'est terminée par le fait que les Soviétiques ont accepté de retirer leurs missiles de Cuba, à condition que les Américains retirent leurs missiles de Turquie. Et on est arrivé là. Donc la problématique, ce n'est pas l'OTAN en tant qu'organisation, c'est l'utilisation ou l'exploitation qui en est faite par les Américains à des fins nucléaires. Beaucoup de médias, de spécialistes en France, pariaient sur l'affaiblissement de Poutine suite à la mutinerie de Prigojine. Vous pensiez le contraire, et vous aviez encore raison. Vous estimiez l'influence de Prigojine en Russie comme négligeable. Une fois de plus, vous avez eu raison. Quelques mois avant l'élection présidentielle, Poutine a-t-il vaincu toute opposition en Russie? Alors, tout d'abord, Prigojine n'a jamais été une figure de l'opposition à Vladimir Poutine. Je pense que c'est important de le répéter. Il n'y a jamais eu l'intention, même dans les milieux d'ailleurs proches ou favorables à la Russie, on a toutes sortes de scénarios bizarres qui ont été évoqués. La raison pour laquelle Prigojine a voulu aller à Moscou, c'était pour préserver le rôle de son organisation Wagner en Ukraine et avec les forces russes. Point final. Ça n'était pas pour renverser le gouvernement, ça n'était pas pour éliminer le ministre de la Défense ou le chef d'état-major, Gerasimov. Ça n'était pas pour ça. Ça avait pour simple objectif de maintenir, si vous voulez, ses prérogatives, ses droits, enfin pas droits, mais disons ses prérogatives ou le rôle de Wagner sur le terrain ukrainien. Point final. La raison pour laquelle on l'a interprété de manière beaucoup plus politique en Occident, c'est que l'objectif de l'aide occidentale à l'Ukraine est de provoquer une déstabilisation de la société russe et provoquer, et d'ailleurs c'est l'objectif aussi des sanctions d'ailleurs, c'est de pousser la population russe à demander ou provoquer un changement de régime ou un changement de pouvoir à Moscou. Et quand Prigojine s'est dirigé sur Moscou, les Occidentaux ont dit voilà, notre stratégie fonctionne. Et ça va déclencher, ça va être l'étincelle qui met le feu aux poudres, et tous ceux qui sont mécontents contre Vladimir Poutine vont, la population va s'enflammer et on va arriver à un changement de régime. C'est la raison pour laquelle, en Occident, cet événement a été littéralement monté en épingle. Mais quand on regarde objectivement, et c'est l'analyse que j'avais faite et qui s'est trouvée confirmée d'ailleurs, c'est que l'action de Prigojine ne s'est jamais traduite par quelque chose de politique. C'est un mouvement d'humeur de militaires, de enfin pas pseudo-militaires, mais de paramilitaires,
qu'il n'y a jamais eu de relais dans la politique, qu'elle soit, ou même dans l'armée russe. Par conséquent, il n'y a eu aucune force qui a été multipliée ou développée ou générée par cette étincelle. Et donc, le mouvement est mort avec quand Prigojine a réalisé qu'il faisait une bêtise, quoi. J'entends, c'est à peu près comme ça que ça s'est réglé. Donc, on a vécu toujours sur l'illusion, et d'ailleurs, ça fait partie de cette mauvaise appréciation de la Russie, où parce que nous n'aimons pas Poutine, nous pensons que l'ensemble de la population russe n'aime pas Poutine. Que Poutine n'est pas légitime pour nous, donc il n'est pas légitime pour les Russes. Or, je pense que ce n'est pas du tout l'image correcte qu'il faut avoir. Les Russes sont contents avec Poutine parce que d'abord, et en particulier d'ailleurs depuis le début de l'offensive, leur situation économique s'est améliorée. Le rouble s'est renforcé, les initiatives diplomatiques entreprises par la Russie, seule ou conjointement avec la Chine, ont apporté des résultats. Donc la Russie s'est trouvée isolée de l'Europe, mais pas isolée du reste du monde. Bien au contraire, le rôle de la Russie par rapport au reste du monde s'est renforcé. Donc il n'y a pas de raison pour la population russe de voir pourquoi aujourd'hui il faudrait changer de régime, en tout cas sous une forme violente. Par conséquent, Poutine a certainement été renforcé. Quand on voit le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine, elle est très stable. Environ 70-75% de la population soutiennent l'opération en Ukraine. Ils la soutiennent d'autant plus qu'on est plutôt sur une dynamique de victoire. Et je vous rappelle que les Russes ont accès aux médias occidentaux, même si des médias occidentaux ont été expulsés de Russie parce qu'ils étaient considérés comme agents étrangers. Néanmoins, les Russes peuvent, à travers Internet, et c'est une grande majorité des gens d'ailleurs, surtout les jeunes, ils suivent l'actualité sur Internet. Donc, ils savent assez bien ce qui se passe, et par conséquent, ils ont un avis qu'on peut considérer comme pertinent sur la question, et ils soutiennent, depuis le début de l'opération, à grosso modo 70-75%. En revanche, on voit une proportion qui a légèrement augmenté ces derniers temps de gens qui pensent qu'il faut avoir une solution négociée du conflit. Et là, on voit, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu les positions des Occidentaux, bien sûr, parce que maintenant les Occidentaux commencent à parler de négociations. Les Russes y pensent aussi. Le gouvernement joue la carte de... comment dire, ils essayent de dire non, on ne va pas négocier parce que d'abord ils sont en position de force, donc ils ne sont pas demandeurs, ils sont pas demandeurs, ça c'est important, et ils jouent un peu ce jeu-là pour, j'allais dire, probablement pour faire monter les enchères, d'une certaine manière. Donc, si vous voulez, on a une convergence assez grande de la population, de ce que pense la population, soutien à l'action en Ukraine, mais en même temps soutien à l'idée d'une négociation, et qui est à peu près la même que le gouvernement. Donc on a une assez bonne corrélation là, et par conséquent, on ne voit pas très bien pourquoi Prigojine, ou cette aventure qui est finalement extrêmement anecdotique, en fait, comment est-ce qu'elle aurait pu déstabiliser le pays. Donc je pense, et d'ailleurs on a vu dans les récentes apparitions publiques de Vladimir Poutine, les commentateurs l'ont vu très confiant et très détendu. Alors tout ça ne veut rien dire, il est peut-être un bon acteur, je ne sais pas, mais je pense quand même que les éléments objectifs qu'on a, je ne peux pas prédire le résultat des élections bien entendu, mais les éléments objectifs qu'on a aujourd'hui permettent de dire que, en gros, il a un assez large soutien de la population et qu'il a
pas de raison majeure de s'inquiéter pour le résultat des élections. Je vous remercie, Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 3 livres sur la guerre en Ukraine aux éditions Max Mello, Poutine, maître du jeu, Opération Z et le dernier, Ukraine entre guerre et paix. Merci bien.